dans les pas de Nietzsche, qui ici ne va pas parler de médecine, va peut-être parler un peu un autre type de médecine, celui du cerveau, hein, puisqu'on te triture le cerveau avec des concepts idéologiques plus ou moins complexes. Et en fait, il faut savoir que ça marche quand même plutôt bien, ça vulgarise pas mal de concepts de très nombreux philosophes célèbres, à commencer bien évidemment par Nietzsche, puisque Nietzsche est le premier qui arrive dans cette histoire. C'est lui qu'on retrouve d'ailleurs sur les deux covers du tome 1 et du tome 2. Il est plutôt beau gosse, hein. Moi, Nietzsche, j'ai bien envie d'aller le saluer, hein, là comme ça. Mais malheureusement, c'est un peu juste une illusion. Car le concept de cette histoire, dans les pas de Nietzsche, c'est qu'on va suivre notre héroïne, qui est ici aussi. Je vous la montre ici aussi. Elle s'appelle Alissa. Et j'ai mis des petits post-it parce qu'en fait, il y a des tirades que je veux vous lire. C'est beaucoup trop bien. Ça m'a retourné le cerveau. En fait, notre chère Alissa, qui est lycéenne, elle vit un truc très classique. Je pense que tout le monde, quelque part, peut finalement relate à la situation. Tout le monde peut se dire, oui, j'ai déjà vécu ça dans ma vie. Elle est lycéenne, elle a fait de la compétition, elle a fait du sport, elle a eu un accident, ce qui fait qu'elle a dû arrêter cette activité-là, en plus de ses obligations en tant que lycéenne et donc d'aller au lycée. Et en fait, ça a bouleversé sa vie. Fatalement, c'était quelque chose d'important pour elle. Donc elle vit avec ses regrets. En étant au lycée, il y a un garçon qui lui plaît et elle se rend compte qu'en fait, ce garçon qui lui plaît, avec qui elle sort un peu, pas trop, on sait pas trop, en fait, finalement, il la laisse tomber pour aller avec la copine de notre héroïne. Et donc, elle le vit évidemment comme une trahison. Et donc, elle ne va pas bien. Voilà, elle va pas... Elle est un peu au plus mal, on va dire, et donc, elle broie du noir. Et à ce moment-là, du coup, comme elle est à Kyoto, ça tombe très très bien, elle va se recueillir près d'un temple. Il y en a partout, à tous les coins de rue, plus que des combini, bien évidemment. Et du coup, en fait, elle va souhaiter ne plus être victime de ses propres émotions et devenir quelqu'un de meilleur, en quelque sorte. Et à ce moment-là, un miracle a lieu, puisque Nietzsche apparaît à ses côtés. C'est incroyable, c'est de la magie. Enfin non, en vrai, c'est pas de la magie. C'est plus mystique que ça. Et en fait, cette personne qui arrive et qui dit que oui, non, mais en fait, je suis Nietzsche, je suis le grand philosophe. En fait, il s'est en quelque sorte réincarné dans le corps de quelqu'un, mais pour une période limitée. C'est parce qu'en fait, elle a fait un vœu et en fait, il a débarqué dans le corps de cette personne qui a une vie totalement différente. Donc, c'est un peu bizarre au début. Tu te dis, mais est-ce qu'on est sur un truc sérieux? Je comprends pas. On devait parler de philosophie. Pourquoi est-ce que il se passe des trucs comme ça? Parce que ça, c'est pas possible dans la réalité. Et très rapidement, on va commencer à poser des concepts philosophiques qui vont permettre déjà de répondre à quelques problématiques de la vie de cette jeune fille. Et évidemment, le but, c'est d'avoir une vie meilleure, d'accepter mieux les différentes situations qu'on est obligé d'affronter. Et j'ai trouvé ça plutôt efficace, parce que même si ça te demande de réfléchir, de lire dans les pas de Nietzsche, au final, c'est quand même très bien vulgarisé, puisqu'il y a même souvent d'ailleurs des espèces de petits schémas, comme pour les enfants, avec des comparaisons, genre si je prends une grande casserole et que je mets des trucs dedans, etc., etc. Donc tu dis, ah oui, effectivement, là tout de suite, je visualise mieux le concept. Alors évidemment, on va pas traîner qu'avec Nietzsche, hein, on va traîner avec d'autres philosophes, parce que figurez-vous que le côté mystique de l'arrivée de Nietzsche tombait bien, puisqu'en fait ça a fait débarquer tout plein d'autres philosophes réincarnés en plein de gens très différents. Et à chaque fois, Nietzsche, pour répondre donc au questionnement que Alissa a, en fait il l'emmène à chaque fois. Ah regarde, là c'est machin. Alors on n'a pas croisé Kant, mais on a croisé plein de philosophes. Alors est-ce que j'ai noté les noms quelque part? Je sais qu'on croise Sartre, on croise Wagner, qui est plutôt un musicien. Et en fait, c'est plein de noms que je n'arrive pas vraiment à prononcer, parmi la plupart des philosophes qu'on croise, qui je crois que sont tous allemands quelque part, hein. Vu les noms, j'ai beaucoup de mal à réussir à les prononcer à voix haute. Mais vraiment, les concepts sont hyper intéressants et j'ai eu du mal à continuer ma lecture en permanence. J'ai eu des besoins de m'arrêter pour me dire, effectivement, quand je réfléchis à ce concept, je me dis, mais ouais, en fait, ma vie, mais j'avoue, je fais la même bêtise. J'avoue, moi aussi, je fais ça. Du coup, ça fait beaucoup réfléchir, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Parce que du coup, quelque part, ça
peut t'apporter du positif dans ta vie, en vrai. Par exemple, il y a donc ce philosophe qui est, alors il est dur son nom, il s'appelle il a un nom très long, j'ai plus son nom, il apparaît pas, mais c'est ce beau gosse ici là, voilà, le beau brun, qui est très bizarre parce qu'il déprime vite. Il tombe facilement dans l'angoisse. Et lui, par exemple, il dit « Les possibilités nous offrent de l'espoir autant qu'elles nous angoissent. » Mais c'est tellement vrai. Et à chaque fois qu'il y a un philosophe qui te balance une vérité, là, comme ça, et ben putain, t'es tout le temps en train de te dire « Mais c'est vrai !» En fait, tu te dis « Oui, je suis libre. » Mais en fait, c'est juste que je suis dans une autre cage que celle où j'étais avant. Et du coup, on peut totalement réappliquer tous les concepts qu'on lit à notre propre vie. Là, par exemple, on a alors, ce philosophe ici aussi, voilà, donc, qui a une tête vachement plus vénère. Voilà, j'ai oublié son nom à celui-là, mais pareil, il est allemand. Et il dit il va finir par se lasser de ce qu'il a, c'est-à-dire être en proie à l'ennui. C'est-à-dire que quand on a quelque chose de nouveau, et bah, c'est super excitant au début, parce que c'est de la nouveauté, et que peu importe ce que ça... Quoi qu'il arrive, tu finis par t'en lasser. À chaque fois. Et en fait, c'est une espèce de boucle infernale pour tout. Et en fait, concrètement, moi, je le conçois, en fait, dans ma vie, quand j'y pense. À chaque fois, quand j'ai un nouveau truc dans ma vie, j'en prends soin au début, genre mon micro. Puis un coup, au bout de 4 mois, je vais foutre un coup dedans, je vais me dire, oh allez, c'est pas très grave. Enfin, vous voyez, c'est qu'on prend moins soin parce que c'est pas qu'on est forcément en proie à l'ennui systématiquement, mais c'est finalement un cycle naturel et on ne s'en rend pas compte. Il dit aussi, la richesse est pareille à l'eau de mer, plus on en boit et plus on a soif. Mais je pense que c'est tellement vrai parce que quand j'arrive à un point dans ma vie, je me dis, ah, j'ai atteint ça, mais maintenant j'ai envie de ça. Mais oui, bien sûr, évidemment, je vais pas m'arrêter là. Et tout le temps, un mendiant bien portant est plus heureux qu'un roi malade. Ça, je trouve que la phrase, elle est trop bien. Je trouve que ça donne beaucoup à réfléchir. Parce que finalement, est-ce que tu es plus heureux en étant entouré de millions d'objets, matériaux, sans être aimé, etc. Ou est-ce que en étant plus modeste et en étant avec des gens qui tiennent à toi, est-ce que t'es pas mieux? Il dit aussi, quand on n'est pas sain à l'intérieur, le bonheur est impossible. Et je pense que c'est très vrai. Je sens que je suis à 2 doigts d'aller consulter un psychologue. Si tu n'aimes pas la solitude, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Encore une phrase très vraie. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au concept de la solitude, puisqu'on le voit dans notre société comme quelque chose de plutôt péjoratif et de mauvais, alors que finalement, moi je fais partie de ces gens et je suis d'accord avec d'autres personnes, d'ailleurs on s'est déjà parlé avec des gens par rapport à ça, il y a des moments, on a envie d'être juste avec soi-même. Et je trouve que c'est hyper nécessaire, c'est vraiment important de pouvoir être juste avec soi-même. Et il y a des moments où j'ai pas envie d'être seule, évidemment, mais il y a des moments où j'en ressens vraiment le besoin. Et donc de lire ça, je me dis que finalement ça fait sens. Les concepts que nous impose la société ne sont absolument pas bons pour nous. Il y en a un autre, enfin toujours le même philosophe, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, pourtant il tire la gueule dans le manga. L'élève brillant tire dans une cible que personne n'atteint, le génie tire dans une cible que personne ne voit. Je trouve que ça fait trop intelligent quand tu balances ça. Imagine dans une espèce de grosse discussion sur des trucs sérieux, tu balances ça, je sais pas, t'as la tête haute, quoi. Et c'est que des concepts. C'est quand même plus des aphorismes que des concepts philosophiques. Après, les explique. Après, les explique avec des exemples, mais je vais pas te donner tous les exemples parce qu'après, ça fait super long. Celui-là, il est très rigolo. Lui, c'est Sartre. Il passe son temps à draguer tout ce qu'il voit. Et dont Alissa. Parce qu'il est français, forcément. Ah ouais, c'est vrai, Sartre, c'est français. Oh merde, le cliché qu'ils lui ont fait, mince. Lui, il dit, j'aimerais te parler aussi de l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est le concept philosophique de Sartre. Et il le développe d'ailleurs principalement dans le tome 3. C'est là d'ailleurs où j'ai récupéré les petites images que vous avez là à l'écran, puisque du coup, le tome 3, je ne l'ai pas en main. Mais effectivement, l'enfer, c'est les autres. Son concept était hyper intéressant. Et là, c'est plus par rapport à soi et par rapport aux autres. Le fait que nous, on va faire des choses dans notre propre conception de nous-mêmes, mais que les autres ne sont pas nous. Et que parce qu'ils sont pas nous, en fait, on n'a absolument pas la possibilité de contrôler. C'est-à-dire que même si on fait des choses pour les autres, eh bien jamais on ne réussirait à provoquer chez eux les émotions potentiellement qu'on voudrait leur faire vivre. Par exemple, si on essaye d'être bienveillant avec quelqu'un,
et qu'on se dit ah il rentre du travail tard, ah je vais lui faire ce petit plat qu'il adore, si cette personne arrive et que dans sa tête elle est dans une autre situation et qu'elle se dit oh je suis fatiguée, quoi tu m'as fait à manger, non mais j'ai pas faim, je vais me coucher, enfin on va finalement c'est des choses qui ne me sont pas arrivées hein, d'ailleurs je précise, mais je cherche un exemple et du coup c'est pour se dire qu'effectivement il faut pas se dire je fais des choses pour quelqu'un parce que en fait quelqu'un ne va pas forcément avoir la réaction que moi je veux et que c'est pas sa faute, mais parce que les autres c'est effectivement l'enfer, c'est les autres, on peut pas contrôler les autres et y a trop de trucs. Aller voir Huis Clos au théâtre. Ah bon, j'avoue je vais pas beaucoup au théâtre, j'avoue c'est pas c'est une pièce de Jean-Paul Sartre basée sur cet aphorisme. Oh c'est intéressant, c'est 3 personnes qui sont techniquement en enfer et qui sont complètement différentes les unes des autres et qui sont ensemble. Ah, d'ailleurs, effectivement, Madingue dans le chat disait que tout à l'heure, la personne qui était avec le regard fâché dont je vous parlais, j'ai cité 53 trucs à lui, c'est effectivement Arthur. J'arrive pas à lire. Schopenhauer. Ah, Schopenhauer. Oui, voilà, c'est ce monsieur. Mais ils sont impossibles ces noms en allemand là. C'est trop dur. D'ailleurs, pour revenir à Sartre, un des trucs qu'il dit dans le tome 3, c'est tu n'es rien d'autre que ta vie, car il faut vivre pour soi. Parce qu'on dit souvent, oui, genre les héros de shonen, ils vivent pour les autres, tu vois, par exemple. Mais en fait, c'est pas forcément un très bon plan. Donc pareil, il y a plein d'explications sur les différents concepts qui sont expliqués avec des exemples. Je vous dis, la vulgarisation, elle marche quand même plutôt bien. Il y a un autre philosophe, alors celui avec les cheveux bruns, là, au milieu des 3 images, j'ai plus son nom, mais lui en fait son rapport c'est à la vie et à la mort. Lui il fait plein de concepts philosophiques autour de ça, parce qu'en fait il t'explique que en fait à un moment donné on n'a pas le choix, en fait on meurt. Et en fait les gens, en fait le truc c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir finalement. On sait juste que là on est vivant, on vit notre vie, mais au bout d'un moment il y aura plus rien. Et en fait il explique que pour lui il y a son concept s'appelle le Dasein. Il est allemand aussi, hein. Donc ça doit être le Dasein. Et ça implique que les hommes se dirigent de toute façon, quoi qu'il arrive, vers la mort. On va tous mourir, c'est inéluctable. Et pour autant, nous en avons rarement peur. Il y a des gens qui ont peut-être peur de la mort tout le temps, mais c'est vrai que moi j'ai peur de la mort, par exemple, à certains moments précis. Genre des fois, on sait pas pourquoi, genre il est 23h48, je suis au fond de mon lit en train de lire un manga et puis d'un seul coup, j'ai peur de mourir. C'est très bizarre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est perturbant et du coup, il y a des gens, ils sont comme ça H24 et c'est très très malheureux. Mais voilà, il parle du rapport à la mort qui est différent pour chaque personne et de finalement, que vaut notre vie? C'est aussi un concept qui revient parce que l'humain a besoin de se dire que sa vie vaut quelque chose. Alors qu'en fait, genre les animaux, ils se posent pas la question. Ils vivent leur vie, ils sont très contents de vivre leur vie. Puis à un moment, ils sont plus là. Mais nous, les humains, on a besoin de se dire, ma vie, elle a valu tant. J'ai fait ça dans ma vie, elle en valait la peine avant de mourir. Donc il y a voilà, tout plein de concepts super cool. Et il y en a un troisième, il s'appelle Jasper. C'était pas Kafka ou... Il s'appelait pas Kafka, ce brin. Ah putain, il est dans le tome 3 en plus, fait chier. Du coup, je l'ai pas sous la main. Mais il y a donc le troisième, le dernier philosophe à droite. Il y en avait plein d'autres que je vous ai pas montré. Il s'appelle Jasper. Alors, je sais pas s'il y a d'autres noms en plus, mais il s'appelait Jasper dans le manga. Et il dit la philosophie a 3 origines. Il y a 3 déclencheurs à développer des concepts philosophiques. Il y a l'étonnement, le doute et le bouleversement. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'effectivement, c'est 3 étapes qui sont très bien expliquées dans le manga et qui donc derrière te font te poser des questions et car en fait la philosophie, c'est pas juste embrouiller les gens, c'est justement donner envie aux gens de se poser des questions et de réfléchir par rapport à tout ça. C'est parce que là, m'écouter balancer ce qu'ils ont dit, ça peut être rigolo aussi. Mais effectivement, le plus intéressant, ça va être d'écouter, d'essayer de comprendre et de réfléchir par rapport à ça. C'est le concept même de philosopher, c'est de réfléchir, de débattre et de mettre en exergue un petit peu tous les points de vue. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. J'ai envie de forcer mon mari à lire les 3 tomes. Parce que, en fait, il est classé shoujo, mais je l'aurais presque limite mis un peu en seinen. Il faut savoir que ce manga, puisque du coup c'est un manga, à la base, il est tiré d'un roman.
c'est un roman écrit donc par une autrice. Et en fait, pour l'adaptation en manga, elle s'est dit que ce serait peut-être un peu plus sympa de rajouter un peu plus de soupçons de romance, parce qu'il y en a un petit peu. Hein, parce que bon, entre Alissa et Nietzsche, hein, des fois, il y a des petits moments avec des quiproquos. Mais bon, c'est surtout les concepts philosophiques qui sont intéressants. Et du coup, il se termine en 3 tomes. Tu sens qu'il a été conçu en 3 tomes. Il y a eu 0 accélération de rien. Le truc, il suit son rythme. On a un but au début. On l'atteint dans le 3e tome. Et du coup, la série se termine et elle se conclut de la manière la plus logique. C'est une fatalité. Elle se conclut de la manière la plus logique. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et je l'ai trouvé très sympa. Moi, ce sera 3 tomes que je vais garder dans ma bibliothèque. J'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je vous ai donné envie de faire de la philosophie? Non, au secours, arrête, tu nous fais peur. Bon, après, tu as aussi chez Kurokawa quelques philosophes qui sont passés dans leur collection Kurosawa. Ouais. Oui, il y a les Kurosawa, mais c'est vrai mais c'est un peu différent, non? Ça, c'est un peu différent. Là, on n'est pas du tout sur une histoire romancée. Non, là, on là, est sur... Oui. Non, on est non, sur c'est une explication, on est sur vraiment... si jamais apprendre. tu veux approfondir, tu vois, un auteur que tu as lu dans les 3 tomes, tu peux aller chercher chez Kurokawa pour la suite. Ou alors simplement aller lire au moins un recueil d'aphorismes, peut-être, c'est toujours sympa. Ouais, pourquoi pas. Il y a un bouquin de Nietzsche qui est mis en avant dans le manga. Ça me tente de peut-être essayer. Putain, le truc que genre j'ai jamais eu envie de faire au lycée. Il y a un manga qui me motive. C'est un petit peu fifou. Quelqu'un dit sur le chat, la philosophie a beaucoup de similitudes avec la méditation. C'est pas si faux. Oh, Madingue a fait une liste de tous les philosophes dont j'ai parlé. Oh là là. Ah oui, Martin. C'est pour ça que je suis complètement imperméable en fait. J'espère. Je suis tellement pas... Méditation, c'est tellement pas pour moi, mais je crois que la philosophie, je suis un peu imperméable aussi. Faut réfléchir, c'est compliqué, c'est difficile. Ouais. Il y a la drogue, c'est bien aussi. Mais... Je me pose pas cette question. La drogue. Je l'ai lu, j'étais saine d'esprit et 0 alcool dans le sang, donc et c'était très bien. Du coup, on a un petit raid. Ah, léger. Un raid, léger, t'es folle. Attends, elle est bourrée. Hey, Marcy. C'était pour pas te faire peur. Je voulais pas te faire peur. Je me suis dit attends, on va lui dire doucement les choses. Arigato. Merci beaucoup Gastronogeek. Nous étions donc en train de parler de philosophie. Je pense que la philosophie finalement peut être totalement liée avec de la bonne nourriture, au milieu d'une belle table avec plein de gens qui philosophent ensemble. Il y a quelqu'un qui me dit non mais Nietzsche en vrai c'est chiant à lire, Caro. Hein. Et au cul aussi, hein, si on en croit Freud, hein, parce que pour lui, je sais pas s'il y a pas Freud dans le manga. Non, il n'y est pas. C'est une fraude, hein, faut arrêter. Il n'y a pas Freud. Ah mais on est d'accord. Merci non, mais pour le raid. Je suis d'accord avec toi. Arigato le raid. Merci beaucoup. On fera des chansons pour le raid à chaque fois. Il faudrait qu'on ait un truc, un petit hymne, et comme ça fait le truc récurrent. Tiens, on aura une espèce de petits symboles. Voilà. Et Marcy, elle me suit. C'est trop cool. Mais donc, peut-être j'irai pas lire Nietzsche. J'avoue, il était beau gosse dans le manga. Du coup, il m'a tiré un peu. Non, mais c'est chiant. C'est ce qu'on me dit. Grant aussi, c'est chiant. Enfin, bon, bref. Quand il n'était pas dedans non plus, pour le coup. Pardon. Non, mais c'est bien. On va pouvoir enchaîner du coup maintenant sur un titre qui peut nous faire réfléchir également sur la vie et la mort, mais d'une autre façon, puisqu'il s'agit de Killer Inside. Alors, cette transition est géniale. Oui, on va parler de tueur en série.